Bonjour, salam alaikum, Azul Flowen et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coffee Shot. Lyouma, je suis accompagné de mon collaborateur Ismaël Salam alaikum. et d'un nouvel invité ici, Monsieur Amran. Voilà, je te dis de monsieur. Amran, directement. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Très très ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te laisse faire une petite introduction de ce que tu fais. Moi? Ouais. Ok, après, Si tu veux, hein. après le coffee shot? D'accord, vas-y, Ok, vas-y. laissez, bismillah. Alors, Ousmane Amqaran Marish, je suis consultant en image de marque et vous remarquez que je dis Amqaran, pas Amokran. لازم القاء هذاك. Ah là, il faut aller Il le faut qu'il chercher, soit à la classe il faut aller le ici. chercher, ouais. Et je pense que c'est très lié au métier que je fais. La question d'image de marque personnelle et le prénom, le nom, est aussi quelque chose de très 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 important. Donc c'est clair qu'on l'adapte pour rendre ça facile pour les personnes de dire Amokran, mais Ousmane Amqaran. Donc ce que je fais, c'est que j'aide les professionnels, j'aide les personnes à vraiment mieux maîtriser ce qu'ils font et puis ce qu'ils sont, comment ils sont perçus. Donc, quand on parle d'image de marque personnelle, on parle de perception, on parle de préférence, on parle de réseau, on parle d'éléments qui sont tellement importants les relations tous les jours. Et c'est vraiment ça, comment aider notamment les gens qui sont en affaires à se créer cet écosystème pour mieux se présenter sans se vendre. Donc c'est vraiment ça mon métier. Je fais du coaching, je donne des conférences, je fais plein de choses, mais l'idée même, c'est vraiment cette mission d'aider les gens à rayonner puis à briller d'une manière authentique et durable. J'espère que tu vas nous aider à rayonner avec le podcast. Exactement. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? On suppose que tu es arrivé au Canada en tant qu'immigré. Comment t'en es venu à faire du personal branding, etc. Ça nous Tu es arrivé intéresse pas au mal. Canada en tant C'est un peu qu'immigré. cliché, Amran, mais- moi j'aurais dit que c'est purement canadien. C'est autochtone. Autochtone, ouais, mais autochtone. pas sur le bon Kaniwaki, c'est continent. C'est plutôt Kabilaki. On a combien d'heures? Mais je vais essayer de faire ça rapidement. Mon parcours est vraiment, alhamdoulilah, quand même assez riche avec plusieurs étapes de ma vie. Elles n'ont pas toutes été réfléchies, mais je suis complètement content Et heureux du alhamdoulilah, et parcours. heureux du parcours. Je suis le genre de personne qui a fait plusieurs métiers. J'ai commencé très jeune à travailler. Je me rappelle, donc je suis né, grandi en Algérie, entre Alger et puis un village en Kabylie, près de Tizi Ouzou. J'ai étudié la communication donc à l'université. Puis j'étais tellement passionné de cinéma. Je voulais vraiment faire du filmmaking et puis être réalisateur. Un rêve que j'ai un petit peu touché, comme un petit peu embrassé quand même, dans le sens où j'ai pu faire ensuite une école de cinéma, un cycle court en France. Donc je peux dire que j'étais réalisateur, j'ai eu une filmographie, des courts-métrages, j'ai fait plein de choses dans ce genre, j'ai fait des festivals, que ce soit en Europe ou en Afrique. Puis un jour... parce que malheureusement dans certains pays, comme mon pays d'origine, ou du moins à l'époque, être artiste ou être dans C'était pas bien mal vu. vu. Ouais, c'était mal vu. pas juste mal vu, parce que ça dépend des cultures, ça dépend des familles, mais c'est surtout, pour Pas moi, considéré comme un métier. c'est pas nécessairement un métier à part entière, un métier marginal. D'ailleurs, je pense que dernièrement, ça s'est amélioré, mais pendant très longtemps, on n'avait pas de statut. Quand tu es réalisateur indépendant ou là, quand tu es comédien, tu n'as pas de statut en tant que tel. Et c'était pas quelque chose, une avenue que je voulais nécessairement garder. Le switch, je vous fais long story short, Ouais. le switch s'est fait quand, en tant que réalisateur, documentariste, j'ai eu un assignment, comme une opportunité de faire une vidéo pour Nike International à l'occasion de l'Algérie, la Coupe du Monde à Johannesburg. Donc, ils m'ont demandé de faire une vidéo à la Hicham Bougra. Hicham Bougra? Ouais. Hicham Ouais, Bougra, ouais, subhanallah, ça fait Ouais, longtemps. ça fait tellement longtemps que... Et voilà, la connexion s'est faite avec Nike, avec le distributeur local en Algérie, PMG. Et puis, ils m'ont proposé, Aloli, est-ce que tu veux travailler avec nous? Oui, mais Nike TV, c'est parce que je me voyais dans le domaine audiovisuel. Puis, Aloli, non, en tant que responsable marketing,
Je dis non. Ça avait- Parce que, très simple, parce que je croyais vraiment à ce rêve De devenir, de devenir cinéaste Ouais. et je ne voyais pas de pertinence dans leur demande. Là, pourquoi demander à un gars de communication qui a fait cinéma d'être responsable marketing ça... Parce que c'est en lien un peu, non? Il y a une forme Mais de c'est des métiers différents. Oui, bien C'est des évidemment. métiers différents. Donc j'ai dit d'abord non, puis quelques temps plus tard, j'ai dit oui parce que je voulais me marier et que ça allait mieux passer Ouais. auprès de mon beau-père que je salue, de dire je suis Moudir Tsouiq, donc directeur ouais. marketing Chez Nike, hein. chez Nike, Nike. en Algérie, le distributeur, donc Playmode Group. Et voilà comment que ma carrière a switché au marketing. Donc, قلت لكم نديرها قصيره mais apparemment راح نطولوا. Il faut, on vas-y, aime ça, prends on ton aime ça. temps. On Ok, نقص- donc- نقصروا شوية. L'idée, c'est que juste après, j'ai قلت ندير 6 mois. J'ai fait finalement 6 ans. بديت en tant que responsable marketing pour l'Algérie avec le distributeur, puis ensuite responsable pour l'Afrique du Nord, donc l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. J'ai beaucoup voyagé. Alhamdoulilah, avec l'équipe, on a eu de très beaux succès, lancement de clubs de course, scouting à Majer, on a fait plein de toutes les wilayas d'Alger. On a fait des courses qui m'ont en Alger où j'étais directeur de course. C'était des corridas extraordinaires, des 5 km au centre-ville d'Alger. On a ramené Carl Lewis, je pense que la génération... Bien sûr, le grand athlète, c'est bien sûr. Carl Lewis, on a ramené Carl Lewis à Alger, Tawfiq Mkhloufi. Donc c'est vraiment de très belles réalisations qui nous ont, avec Playmode, on a réussi à avoir le prix du meilleur marketing sur le continent africain. Puis 2017, je décide de tout quitter pour venir au Canada. Et depuis, donc, au Canada, c'est comme beaucoup d'immigrants, de primo-immigrants, des gens de première génération. Ouais. On est obligé de se réinventer de zéro. Ouais. De tout repartir, en fait, de tout rebâtir. De tout parce que je me rappelle, et pourquoi cette idée de l'image de marque, je me rappelle qu'on me disait, c'est-à-dire que quand je cherchais un emploi, c'est-à-dire que j'avais presque ce sentiment d'être un Mqaran de Nike. C'est-à-dire que même quand je me présentais, c'était comme un achievement quand même assez important, que pour moi, c'est un Mqaran de Nike ou un Mqaran de BDI ou de PMG. Mais quand je suis arrivé ici et que je faisais plus partie de ces organisations-là, j'étais personne. Ouais. T'es un Mqaran de Tizi Ouzou. Un Mqaran de Tizi Ouzou. Et ça m'a vraiment fait le clic, le déclic de dire il faut vraiment que je sois moi-même, que je sois un Mqaran Marish avec ses compétences, avec son savoir-être, son savoir-faire, avec ses valeurs, avec ce qu'il veut, avec ses aspirations, et ne pas être nécessairement associé à une entité, une organisation qui ne m'appartient pas. Voilà un peu mon histoire. D'accord, c'est là que tu as voulu justement partir ta propre expérience, ta propre business. C'est à partir de ce moment-là que tu as eu... Pas tout de suite, parce que j'aimerais dire que la plupart des immigrants, ou de nouveaux arrivants, pour utiliser un terme bien québécois, c'est que on a ça veut dire qu'on vient comme ça. Les œillères, comme quoi on vient pour travailler. On est de la chair pour l'économie canadienne en tant que travailleur, et on ne pense pas nécessairement à l'entrepreneuriat. Je me suis donné comme mission aujourd'hui vraiment je pense que Samy a assisté à une conférence où je t'ai rencontré, etc. Je me positionne aujourd'hui vraiment comme un ambassadeur de l'entrepreneuriat immigrant. Il faut que les immigrants, surtout ceux de notre communauté, parce que c'est ceux que je connais mieux, c'est très important que les gens de notre communauté aussi pensent à l'entrepreneuriat. Aille vers ce chemin. Aille vers le chemin de l'initiative. Quand je dis entrepreneuriat, ça peut être organisationnel, ça peut être des initiatives communautaires, des OBNL, des associations. Prendre des initiatives même dans le quartier. C'est-à-dire qu'il faut avoir cet esprit entrepreneurial et puis créer quelque chose et ne pas tout le temps attendre à ce qu'on soit servi. Je pense qu'il faut... Excuse-moi, non, t'inquiète pas. Est-ce que tu penses que ça apporte un plus à la communauté aller dans l'entrepreneuriat ou pas? Et c'est quoi ce plus? C'est énorme. Je trouve que en prenant des initiatives, on s'entreprend nous-mêmes. Je trouve que les personnes venues d'ailleurs, c'est des immigrants nés. Pourquoi? Ils ont cet ADN d'immigration parce qu'ils ont entrepris l'immigration. C'est quoi entreprendre et c'est quoi immigrer? Immigrer, c'est prendre des risques, se préparer, faire des moyens, étudier la chose, avoir une cible. Est-ce que
vous remarquez que c'est Oui, il y a très, des très- similarités, ouais, il y a des similarités hein, c'est avec le. Donc, on entreprend l'immigration. Ces personnes qui ont fait 7 000, 8 000, 10 000 kilomètres pour venir au Canada, c'est des entrepreneurs, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore la fibre ADIC parce qu'ils viennent avec un programme qui leur dit vous êtes des travailleurs qualifiés. Vous êtes des étudiants qui vont travailler. Donc, on cherche de l'emploi. Mais je pense, pour revenir à ta question, oui, ça apporte une plus grande indépendance. On a un plus grand poids sur le plan économique. On peut mieux peser sur l'échiquier canadien ou le pays que vous voulez parce qu'on a un pouvoir économique, on a un pouvoir décisionnel. Donc, je pense que ça peut aussi ajouter une plus-value au pays d'origine. Quand on est entrepreneur et qu'on réussit, on ne va pas aller en vacances une fois tous les 3 ans et puis voilà, on est content, on va acheter quelques cadeaux chez l'abbé ou Et les emmener aux ou là, enfants, voilà. etc. Et en tant qu'entrepreneur, on peut peut-être délocaliser son entreprise, on peut faire travailler des gens de notre communauté dans notre Ouais, pays d'origine s'entraider parce qu'à aussi, s'entraider dans notre on communauté. peut apporter des expériences, des technologies. Donc l'entrepreneuriat aide les personnes qui sont ici à mieux vivre leur installation. Ils peuvent mieux choisir parce que c'est dramatique de voir des gens hyper qualifiés faire des petits boulot, ouais, boulots, entre excusez guillemets, le ouais, terme, ouais, ouais. il n'y a pas de Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de voilà, pas de sous-métier. sous-métier, mais quand même par rapport à leurs aspirations. Un ingénieur ou un médecin qui a beaucoup étudié, qui vient au Canada avec beaucoup d'aspirations, et parce je n'aime pas le mot donner la chance, mais parce qu'il n'a pas pu se réaliser ici, se résigne, et puis il dit, bon, Ouais, pour mes enfants, je vais se faire sacrifie, ils sont je me chauffeurs de sacrifie, taxi. chauffeur Ou... de taxi ou un autre truc avec notre amitié au chauffeur de taxi. Donc, c'est vraiment malheureux. Donc, je pense que l'entrepreneuriat peut être, et pour moi, je sais Une pas, juste solution. une solution très, très, très sérieuse pour se réinventer au Canada et pour créer une valeur pour soi, pour sa famille, mais aussi pour le pays d'origine. Ça apporte aussi beaucoup de richesse au pays Au dans lequel on pays, vient. absolument, pour ouais, le lequel on Canada, vient. oh, et on n'est pas en train d'attendre les subventions ou les aides. Exactement, exactement, Donc, exactement. donc là, on paye les impôts, etc. Puis, I'm fine. Je suis content de payer. L'important qu'ils n'exagèrent pas. Content, pas tout le temps. Hein. S'il vous plaît, voilà. Mais je suis content parce qu'il y a des gens qui disent quand tu es incorporé, puis quand tu fais un chiffre d'affaires, etc., tu vas payer de l'impôt. Ben, alhamdoulilah. Ouais. C'est que Alhamdoulilah. j'apporte dans la société dans laquelle je vis. participe. Je préfère payer de l'impôt que de recevoir On de est l'aide d'accord. de l'État. Moi, Ouais. je trouve que c'est. On est d'accord. D'ailleurs, même في الدين يقول لك اليد العليا خير من اليد Exactement, السفلى. C'est-à-dire que exactement. la personne qui donne est meilleure Meilleure que la personne qui reçoit. Ouais. Donc, c'est ça l'idée par rapport Mais à après, je d'accord. pense que c'est justement, il y a un manque à ce niveau-là d'inculquer ça aux gens dans l'éducation. Souvent, comme tu as dit, quand on arrive, on nous programme, oh, vous allez être travailleur qualifié, et justement, plus inciter les gens à montrer que cette voie, en fait, c'est réalisable. C'est compliqué, mais la vie est compliquée de façon générale, mais c'est faisable. J'ajouterais une chose. Hanna Tanik, je ne sais pas si tu penses la même chose, mais dans notre culture algérienne, par exemple, on a une certaine hashma. Mhm. Et quand on vient ici, on n'a pas forcément envie de se vendre, de se mettre en avant. Est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que les gens ne vont pas en entrepreneuriat? Bah, c'est pas juste une question. La hashma, ça veut dire que quand les gens qui viennent d'ailleurs ne se mettent pas à l'avant parce que déjà, sur le plan culturel, on n'a pas cette culture du personal brand. Exactement. Et ça aussi, quand je travaille avec les gens de ma communauté, disons les Maghrébins, les Africains ou les personnes d'ailleurs, je leur dis qu'il faut travailler sur ça. Parce que c'est une réalité que culturellement... je peux vous raconter une petite anecdote. Quand je cherchais un emploi, à mon arrivée au Canada, je partais à des entrevues d'embauche et je me rappelle d'une entrevue en particulier où, quand on m'avait demandé mes réalisations, je commençais à utiliser le pronom « on ». Donc, je disais « on a fait, on a réalisé, on a… ». Puis, à un moment, le recruteur m'a dit « Amqaran, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a votre tribu derrière ?» C'est qui « on » C'est qui « on » Parce qu'on se cache toujours derrière le groupe. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup dire, et je salue mon père qui utilise souvent cette… Il dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ouais. C'est une formulation qui est très connue. Donc, il ne faut pas s'approprier les choses qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Donc, dire le groupe, par exemple, où j'ai piloté telle initiative en compagnie ou avec mes collègues, etc. Mais il faut prendre sa part de responsabilité. Il ne faut pas se noyer dans la masse. Donc, pour les personnes venues d'ailleurs,
il y a un fait culturel de dire que on veut pas se mettre de l'avant, soit l'aïn parce qu'ils vont me jalouser. Ah, la haine, il y en a beaucoup. L'aïn, Oh là là, la voilà. haine, c'est Ou à cause de là, beaucoup d'échecs. voilà, si c'est pas l'aïn, c'est parce que je veux, voilà, je veux pas me mettre devant, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Moi, ce que je leur dis, c'est que c'est très important. L'image de marque, c'est pas nécessairement de se vendre et puis dire moi je suis le meilleur, c'est de dire comment que je peux vous aider. Voici comment que je peux aider. Donc l'image de marque personnelle est une question de valoriser ses compétences au profit de sa communauté et de ne pas se vendre nécessairement. Donc on a cette reconnaissance des pairs parce qu'on a apporté A, B, C, D, E, F, mais sans vendre sa salade nécessairement d'une manière je suis le meilleur. Hatu burhanakum. Montre-moi comment que tu peux aider. Donc l'image de marque personnelle, c'est quelque chose de complètement possible, y compris pour notre communauté. Je pense qu'il y a notamment avec l'Iberg, votre génération, et puis les plus jeunes, qui commencent justement à avoir les vertus de notre culture, de dire il faut avoir de l'humilité, il faut pas trop se vendre, il faut écouter, il faut avoir de l'empathie. Donc ça, c'est des vertus, c'est des qualités que je veux garder. Donc pour une image de marque authentique, ou qui va pas être donc une vente un peu musclée, Ouais, poussée, forcée, ouais. poussée, que personne n'aime dans notre culture. Donc je pense qu'Ad le Shift, il a commencé à opérer déjà. D'accord. Alors, explique-nous en fait comment on fait pour développer son image de marque, vu que c'est la spécialité. Ouais. Moi, je te donne mon exemple. Justement, moi, j'ai une agence de placement spécialisée dans la restauration. Comment on ferait justement pour voir et développer notre image? Je suppose qu'il y aura les canaux des réseaux, mais il y a beaucoup d'autres canaux. Donc, je te laisse nous expliquer. Samy, je facture après ou là. T'inquiète, on se partage le tout à la fin. Alors, bon, c'est clair que bon, la première chose, c'est vraiment d'apprendre beaucoup plus sur toi, sur ton business, sur ton audience, etc. Donc, on va pas pouvoir le faire là tout de suite. Oui. Parce que beaucoup de gens vont aller tout de suite aux outils. Et tu viens de le citer, tout de suite, les réseaux, telle chose. Donc, l'image de marque, c'est quelque chose, c'est un effort intentionnel et stratégique de travailler sur la perception que les gens ont de toi, dans ton écosystème, dans ton business, pour que tu sois pas juste connu, pour que tu sois reconnu, pour que tu sois préféré. C'est how to create preference. Comment on va connaître 5, 10, 8, 25 personnes qui sont dans ton secteur, qui peuvent être plus grands, plus petits, mieux, avec des tarifs plus chers, moins chers, mais qu'on va te préférer toi. C'est ça, en fait, la question d'image de marque, c'est la création de préférence. Donc, il faut revenir au corps de la chose. Il faut revenir à qu'est-ce qui te différencie. Donc, il faut vraiment faire un travail sur... connaître les entreprises. L'idée, c'est de ne pas trop se concentrer sur les outils. Tout de suite, Instagram, Facebook, des publicités, etc. C'est ce qui nous vient en idée en premier. C'est l'erreur que tout le monde fait. Puis, au bout d'un moment, tu te dis, j'ai publié pendant 1 an et j'ai pas eu de truc, ça ne marche pas, ce truc. Parce que on a inversé les choses. On a commencé par les outils sans penser à la stratégie, sans penser à l'identité. It's inside out. On commence par qu'est-ce que j'ai, pourquoi je le fais et comment que je peux le communiquer. Donc peut-être le podcast, pour toi, c'est l'outil le plus intéressant pour travailler sur ton image de marque parce que on vient, surtout Hnaya, on vient de la culture de l'oralité, etc. Donc peut-être que c'est le meilleur outil. Peut-être que ça viendra à travers de l'écriture, parce que Samy est à l'aise avec l'écriture, etc. Donc ça va être peut-être des pages de blog. Peut-être que ça viendrait avec d'autres outils que je nommerai pas ici nécessairement. Donc la chose la plus importante, c'est qu'il y ait un alignement stratégique entre tes valeurs et ta plus-value et les attentes de l'audience. L'erreur que beaucoup de personnes font, enfin, l'image de marque et l'élaboration de leur marketing, c'est qu'ils vont, se focaliser sur les outils, création de pages, Deuxième chose, c'est qu'ils vont faire les choses que ils aiment. Donc, par exemple, Anna, j'aime telle chose, donc je vais publier là-dessus. Et ils oublient le bénéfice du client. Ouais, ils ne se focalisent pas sur leur audience au final. Exact. Donc, par exemple, Anna, je fais
des choses je fais des publications sur, je n'ai pas d'idée là tout de suite, mais sur le chocolat, parce que je tripe sur le chocolat. Or, comme mon audience, ils trouvent ça complètement débile. Mais je prends un autre exemple. Par exemple, j'aime la viande, là, je suis quelqu'un qui aime manger, très carnivore, et mon audience, c'est des végétariens, puis je leur parle tout le temps de viande. Vous comprenez un peu le déphasage qu'il peut y avoir. Donc, il faut d'abord comprendre son audience, puis à travers l'analyse qu'on a fait sur notre identité, etc., puis vous trouvez les vecteurs les plus intéressants. Mais le plus important dans l'image de marque, c'est vraiment de bien s'entourer, puis de faire ça d'une manière constante. D'accord. L'image de marque, mais chez Addict, tu fais un logo, tu fais quelques t-shirts, des cartes d'affaires, un site web, puis... c'est en général, on identifie ça à ça. Ouais. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on pense que l'image de marque, c'est l'identité de marque. On pense que c'est l'aspect tangible et l'aspect visible de l'iceberg. Je trouve l'iceberg, avec les qui... En bas, il y a... il y a plein de choses à l'intérieur. Donc, le site web, le logo, etc., c'est la partie apparente. Mais en dessous, là, où je gagne tellement. Donc, il faut d'abord faire l'assise, puis ensuite, l'aspect visible. En fait, tu dirais que c'est un petit pourcentage. C'est un petit pourcentage. Vous parlez actuellement, vous avez invité un consultant en image de marque. Mon site web, il n'est pas exceptionnel. Ouais, moi j'ai vu, c'est très simple. C'est très simple. C'est une vitrine. Tu fais, c'est une vitrine. Comment on te contacte. Ouais. Par contre, sur tes réseaux, on voit un peu plus. C'est ça. Pourquoi ? Parce que le site, il vient juste pour valider. Par contre, là où je fais le vrai travail sur mon image de marque, c'est sur un réseau social comme LinkedIn ou Alech, parce que c'est là où je vais avoir une vraie conversation avec mon réseau, avec ma communauté. Il y a un terme que je donne souvent, ou une formulation, je ne sais pas où est-ce que je l'ai piqué, mais j'étais donc source unknown, mais je l'utilise beaucoup. Je dis if no conversations, no conversions. S'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de changement de statut à une vraie opportunité. Il faut qu'il y ait une conversation. Si, par exemple, on n'avait pas discuté à nos amis, ils ne m'auraient pas invité à ce podcast. Si je n'aurais pas conversé avec vous, peut-être que des gens dans l'audience ne vont pas prendre contact. Donc, c'est vraiment de la conversation, de la discussion que jaillit la lumière et l'opportunité. Tu avais apporté un petit point tout à l'heure quand tu parlais de l'image de marque. Tu as dit aussi c'est le somme des personnes qui nous entourent. Tu veux dire réseautage ou est-ce que tu parles de autre chose ? Absolument. D'accord. Dis-moi avec qui tu traînes, qui sont les gens qui sont autour de toi. Je te dirai pas mal ton image de marque. Où est-ce qu'elle se positionne ? Les gens, aujourd'hui, notamment avec tout le bruit qu'il y a sur les réseaux, on vit une ère qu'on appelle l'ère de l'infobésité. Infobésité, donc l'obésité de l'information. Ouais. On a trop. Ouais. Si tu veux noyer une information, zid alayha des informations. Et c'est très difficile. Surtout aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est devenu très démocratique. Ça veut dire que je me rappelle, quand je créais du contenu sur les réseaux sociaux, il y avait, surtout sur LinkedIn, il y avait beaucoup de gens qui hésitaient. Non, je ne vais pas écrire, j'ai peur d'une erreur d'orthographe, j'ai peur que je vais être jugé parce que ce n'est pas intelligent. Mais aujourd'hui, tout le monde peut le faire parce qu'il va demander à ChatGPT ou à Gemini ou à Trot de faire des publications. D'ailleurs, chose que je déconseille. Donc, il y a trop d'informations. Comment faire alors pour se démarquer ? C'est justement pour revenir à des aspects où on a des conversations et puis on a surtout des gens qui valident notre positionnement. Donc, le réseau. Tu peux voir de belles publications. Puis tu arrives à la personne sur son profil, dans son réseau, tu trouves aucune personne lui a laissé une recommandation. Dans ses contacts, il parle par exemple d'un secteur et puis il ne connaît personne dans ce secteur-là. Ouais. Tu vois ? Par contre, tu arrives sur mon réseau, le réseau de Samy ou le tien ou d'une autre personne et tu trouves, waouh, il est connecté. Mettons, un prof universitaire. Même s'il ne publie pas beaucoup, tu arrives sur son profil, tu trouves qu'il est connecté avec le recteur de telle université, avec le président, il a assisté. Puis il y a telle université, un professeur éminent qui lui a laissé une recommandation. Est-ce que ça va te convaincre ? Bien évidemment, ouais. Tu vois ? Donc la recommandation des pairs P-A-I-R-S, pas les pères, les papas, la recommandation des pairs peut parfois peser dans ton image de marque d'une manière plus importante que ce que tu dis, toi, de toi-même. Donc c'est comme une certaine référence. C'est des références, c'est des recommandations. Et surtout que des fois, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens, je trouve que sur LinkedIn, ils publient pour meubler.
Ouais. Et puis quand tu t'intéresses un peu plus, c'est un peu vide. Ouais, c'est ça, parce que comme je t'ai dit, on est dans une ère de facilitation, de création de contenu, notamment textuel, et puis là, avec ce qui se passe avec l'IA, moi, je flippe, hein, Ah, bah comme oui. je suis avec... Après, c'est un incontournable de nos jours, mais tu sais, savoir bien l'utiliser et utiliser notre côté créatif, parce que je trouve que ça se perd Ouais. justement avec l'intelligence artificielle. Je sais pas si Absolument. tu es d'accord. C'est avec la création de contenu, puis tout aspect réflectif, là où tu as de la réflexion, c'est comme un muscle. Moins tu l'utilises, t'exerces, plus il va s'atrophier comme un muscle. Donc, très, très important d'utiliser l'IA comme un accélérateur, comme un... vous vous rappelez les films, donc, tu as les exosquelettes, donc, vous savez ce que c'est là, les robots, Oui. c'est des humains, mais ils ont comme des aspects qu'on appelle les exosquelettes, ouais. qui vont, par exemple, tu peux sauter de 7e étage au Mesra al-Koualou parce que il y a avec des amortisseurs, Ouais, etc. Donc, il faut que l'IA soit utilisée comme ça. Quand même que tu utilises, que tu fais avec l'élément catalyseur, la créativité, etc. Par exemple, maintenant, j'utilise, par exemple, pour corriger mes erreurs, pour lui dire, j'ai un hook ou un hameçon, quand on dit dans ma publication, qui manque un peu, donne-moi des alternatives. Mais c'est très important de garder ma patte là. De garder Bien ma sûr, ton signature. écriture, c'est clair. Et puis, c'est la facilité après, hein, tu vois. Exact. Comme tu as dit, après, quand tu travailles pas, après, tu perds toi dans ta créativité. Exact. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un réseau, toi tu utilises LinkedIn bien sûr, est-ce qu'il y aurait un réseau meilleur qu'un autre pour justement développer son image de marque? Et aussi, est-ce que tu conseilles aux personnes d'aller full in dans tous les réseaux ou de choisir un réseau et y aller Je commence par la deuxième question. Je pense que c'est très important de ne pas diluer ses efforts. Ça veut dire que les personnes qui veulent être partout, si elles ont des moyens, si par exemple tu as des community managers, si tu as tu peux éventuellement, avec une équipe, sincèrement, oui, tu peux capitaliser sur ça. Mais pour les solopreneurs comme moi ou comme plein de personnes, même parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais même les personnes, moi je pense que les professionnels, les gens ambitieux, les étudiants, les jeunes là qui veulent gagner de l'avance. Mais c'est là tu finis l'université, puis tu dis, moi, j'ai rien à publier parce que j'étudie. Mais tu Il y a des apprends. choses, oui, il y a des choses. Tu lis des livres, tu regardes des films, tu écoutes un podcast. Fais un article là-dessus. Tu dis, voilà, j'ai écouté le podcast avec un Coran et puis d'autres personnes, etc. Voici ce que j'en pense. Donc, c'est pas vrai qu'il faut avoir une expérience professionnelle pour développer ça. Donc ça, première réponse, il ne faut pas diluer ses efforts. Il faut bien choisir là où ton audience est plus attentive à ce que tu as par rapport à ton service, par rapport à ce que tu veux réaliser. La première question, sinon, est-ce qu'il y a un réseau meilleur que l'autre? Je pense que le plus important, c'est pas est-ce qu'un réseau social ou est-ce qu'un outil, ou est-ce que... Le plus important, c'est vraiment dans la qualité et la pertinence de ton réseau. Ne pas tout mettre sur le nombre de personnes que j'ai sur mon Instagram ou sur... D'ailleurs, je parlais à l'instant là dans un café avec un ami sur l'effet, ce qu'on appelle la TikTokisation des réseaux sociaux. Un nombre de vues en fait. Exact. Parce qu'avant, si tu n'as pas une communauté, si tu n'as pas un nombre de personnes qui ont liké ta page ou ton profil, tes chances d'avoir de la visibilité, de la viralité de ton contenu est quasi nulle. Aujourd'hui, depuis que TikTok a changé le modus operandi, puis tu peux avoir 1 follower ou 10 followers, mais tu as fait un contenu tellement viral que tu peux faire des millions avec. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment dans la qualité de ton contenu, mais aussi dans la réactivité de ton réseau. Samy. Donc, très, très important de travailler sur la pertinence des gens avec qui j'entretiens une relation. Par exemple, si je parle d'une plateforme que j'affectionne particulièrement, qui est LinkedIn, j'ajoute pas tout le monde. Je suis à 33 000, je pense, actuellement, followers, mais je fais quand même très attention de ne pas ajouter tout le monde, parce que dès que tu ajoutes quelqu'un, tu lui donnes de facto l'autorisation d'attirer sur ton fil de nouvelles. Donc, si tu fais si Samy, tu likes, et c'est pas ton cas, si tu likes des photos de chats, et parce qu'on est c'est amis... mon cas, crois-moi. C'est ça. C'est mon truc, les chats. Voilà, tu vois. Donc, je vais avoir les photos de chats chaque matin sur mon fil de nouvelles. Est-ce que j'ai envie de ça?
J'aime bien les chats, mais je veux pas que ça. Oui, bien tu sûr. vois. Et tu veux aussi que la personne avec qui tu connectes soit pertinente pour ton réseau. Absolument, ouais. Elle te Exact. serve à Donc j'ai quelque des chose. critères des critères de sélection. Je regarde est-ce qu'il parle au moins une des 4 langues que je maîtrise, est-ce qu'il est dans des géographies qui m'intéressent, est-ce qu'il est dans un secteur industriel qui m'intéresse, etc. Est-ce qu'il est actif? Si par exemple la personne que je veux ajouter, il ziote, mais il ne fait ni commentaire, ni like, ni il ajoute, ni il publie, etc. Mais à quoi bon de... C'est comme connais par exemple pas. les gens qui t'ajoutent sur Instagram et tu vois 0 publication. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? C'est un espion, c'est le gouvernement. Ouais, genre Instagram c'est visuel. Donc Ouais. si toi tu fais rien, donc, tu veux juste zioter, voir. Ouais. Je te comprends. Ouais, c'est ça. Ok. Et bien sûr, si jamais vous voulez créer votre image de marque, Amokran est là pour vous aider à faire J'ai ça. rien bien fait. sûr. Ah, j'ai rien dit Publicité moi. indirecte. Non, il faut être honnête, il faut le dire qu'on t'a Bien passé un petit billet avant. Et du coup, quand même, c'est un monde assez ouvert, on va dire. Toi, dans tes débuts, comment tu as fait, enfin déjà, comment tu as fait pour faire une structure par rapport à ton métier et comment tu as fait pour avoir tes premiers clients? Intéressant. Ben écoute, c'est venu, je dirais pas par hasard, parce que rien fait الدنيا حاجة مظهر, donc makatib, mais il faut aussi se préparer. Ça, c'est vraiment un cheminement, il faut se visualiser. Donc quand je suis arrivé au Canada, comme j'ai dit, c'était très difficile. Je suis venu avec des aspirations, savoir-faire, des réalisations, savoir-être. J'estime que, alhamdoulilah, surtout dans notre culture, on a vraiment une facilité de communication exceptionnelle. Je le dis pour toutes les communautés, mais Ta'na. Encore plus. Encore plus. Comme tu as dit tout à l'heure, on est beaucoup dans l'art oratoire. On est dans l'oratoire, on est dans les relations, parfois même bziada. Ouais. 18 qui m'appolo, on transgresse la bulle. Tamini t'ajoute sur Instagram avec 0 publication. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est ça. Donc il y a vraiment une vraie chaleur humaine dans notre communication, dans notre manière de faire. Et donc, mais quand je suis arrivé, c'était vraiment une désillusion parce que tu arrives, tu te dis c'est facile, je vais réussir et tout. Puis pendant très longtemps, je cherchais un emploi et puis ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Je commençais même à penser d'une manière négative. Est-ce que c'est par racisme? Est-ce que parce que je suis vraiment nul? Je commençais à douter de moi. Et puis à un moment, je me suis dit, tu sais quoi? Il faut que tu analyses. Tu es un marketeur, il faut que tu analyses le marché de l'emploi comme un marketeur. Ouais. Donc j'ai essayé d'analyser c'est quoi, mais comme un SWOT analysis. Tes forces, tes faiblesses. Les forces, les faiblesses, les opportunités, menaces qui existent. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je donne très souvent comme exercice dans mes formations. Et puis, c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'opportunité n'est pas au degré de seniorité. Donc, pour arriver tout de suite comme une fleur depuis Alger à Montréal, puis dire je veux être manager, je veux être gestionnaire, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Et du coup, j'ai cherché de l'emploi pour un poste un peu moins important, mais qui est stratégique. Alhamdoulilah, j'ai réussi, après plusieurs tentatives, à travailler à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On revient à la question du réseau. Qui est à la Chambre de commerce? C'est tout l'écosystème d'affaires. Ouais. Donc, j'étais dans une organisation où on ne me payait pas beaucoup. Désolé la chambre, là, mais vos salaires. C'est une association. Mais par contre, ça m'a offert vraiment l'opportunité de connecter, de comprendre l'écosystème. Donc, je travaillais là-bas 2 ans, puis j'étais d'abord au grand mandat donc, de membership avec les grandes entreprises, où j'ai un peu compris un peu comment que ça fonctionne et puis adapter ma communication à la réalité québécoise et canadienne. Puis ensuite, à un fonds entrepreneur qui était un organisme parce qu'il n'existe plus, plutôt orienté à aiguiller, aider les entrepreneurs. Où le virus, je me suis auto-inoculé. J'étais voilà. Je dis mais pourquoi j'encourage les entrepreneurs à partir en affaires. Et voilà, moi-même, je suis salarié. Puis l'autre chose, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle, je commençais vraiment à travailler sur mon image de marque, surtout sur LinkedIn, à travers un outil et un vecteur que j'ai trouvé très intéressant, qui est la vidéo. Parce que je voulais pas être un nom avec un texte et puis que les gens like ou commentent. Je voulais qu'ils voient ça et qu'ils sentent mon accent, puis
Puis j'ai vraiment eu, par exemple, le vice-président de la chambre là, m'a invité. Il m'a dit tu t'es qui, toi? Genre, tu débarques d'où, etc. Et il était curieux parce que j'ai utilisé les vidéos et que je parlais de sujets qui. Du coup, on en revient à ton expérience de vidéo. Shit qui fâche. Ah, tu vois, c'est connecté. Et la boucle est bouclée. Ça veut dire que l'aisance que j'avais face et derrière la caméra m'a ensuite aidé. Et puis les gens commençaient à me dire Amqaran, aide-nous sur LinkedIn, Amqaran, aide-nous sur notre image de marque. Et je faisais ça pro bono, gratis. Parce qu'on aime le khair, on aime da'ouna bark, etc. Puis à un moment donné, genre, da'ouna, mais مليح quand خلصونا. Exactement, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, on va dire. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu ma première cliente. Je me rappelle une personne, une sœur du Burkina Faso. Moi, j'ai été déjà au Burkina, donc j'aime beaucoup ce peuple. Les Burkinabés, c'est des gens très, 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 très smart. Un pays très modeste, le Burkina Faso, mais qui a un peuple extraordinaire. C'est vraiment mes préférés. Désolé aux Sénégalais, aux Ivoiriens. On est ensemble. On est ensemble. Mais les Burkinabés, c'est mes préférés. Et donc, elle m'a appelé, je l'ai aidé sur son LinkedIn, etc. Puis à la fin, elle m'a dit, c'est combien? Je dis, sincèrement... il n'y a pas de problème, tu m'as payé mon café. Elle m'a dit non. Écoute, tu m'envoies ce que tu veux. Et elle m'a envoyé un Interac avec $40 pour la première séance taille d'une heure. C'est comme ça que ça a commencé. Puis $40, ça a été mon premier revenu. Donc, on est beaucoup loin. Donc, Il n'y aura pas le $40 maintenant. Il n'y aura pas le $40, ce sera plutôt x10. Mais c'est ça l'idée. Donc, j'ai décidé ensuite de quitter la chambre et de me lancer. Ouktesh, le plus mauvais timing possible. Covid. Un mois avant le Covid. Donc, ouais. quand c'est chouïa, au moins, j'aurais le truc chômage là, de la chambre. Mais là, tu l'as dit tout à l'heure, t'aimes pas recevoir des aides. Non, toi, j'aime tu veux... pas recevoir. J'aime pas. Donc, du coup, je suis parti en février 2020 en affaires. Et puis, ça s'est très bien passé le premier mois avant de tomber dans le... voilà. Et puis, je commence à recevoir contrat. Puis, juste après... Annulation. Ouais. Mais alhamdoulilah, on a passé avec la période difficile de mars vers septembre. Quand même, hein, c'est plusieurs mois. Oui, plusieurs mois où c'était vraiment la dèche. Ouais. Puis après, ce qui s'est passé, le Covid a joué en ma faveur, parce que les gens ne réseautaient pas, les gens ne sortaient pas, les professionnels commençaient à perdre leur emploi, et puis les gens sont retournés à LinkedIn. Donc les gens commençaient à dire il faut que je travaille sur mon image de marque pour trouver un emploi, il faut que je réseaute, il faut que... Donc là, ce que j'offrais comme service était devenu pertinent. Et puis, c'était m'aider, puis Il y a eu un boom justement grâce au Covid. Grâce au Covid, on peut dire, subhanallah. Ouais. D'accord. Comme quoi, toute chose... de toute façon, c'est cyclique. Hein. Des fois, il y en a des périodes de crise et puis après, ça remonte. Il faut croire en ce qu'on fait, c'est très important. Puis c'est vrai que tu t'es pas lancé à la meilleure période pour toi, mais au final, ça... Mais peut-être que c'est bon comme ça. Ouais. Sincèrement, je suis croyant. Je pense que rien ne se fait par hasard. Donc peut-être que avec la période de lancement, c'était important que je puisse avoir le sens de l'adversité. Je pense que pour les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs, il faut qu'ils comprennent que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours... etc. Donc, il faut accepter l'adversité. Il faut accepter. Ça en fait partie intégrante. Ça en fait partie. Il faut vraiment adorer l'idée de dire j'ai de la difficulté. Pas du sens masochiste, là, oui. Mais de dire voilà, je l'ai pas facile. Et puis, donc les premiers mois, ça m'a vraiment. Je suis père de famille, j'ai des charges, des responsabilités. Mon Dieu, comment que je vais faire, etc. Mais ça t'ouvre. L'adversité, en fait, te pousse à aller chercher de nouvelles avenues. C'est ça, en fait. You don't settle, genre, voilà, item chez puis that's it. Clairement. Et je pense que c'est très, très important. D'ailleurs, dès que tu commences à vraiment ronronner comme d'une manière classique, stable, etc., il faut se poser des questions. Je suis tout à fait d'accord. Tu es d'accord, il faut pivoter. Est-ce que je dois augmenter? Il faut pas, parce que dès que tu refais le chouïa, il dit qu'un concurrent et ou une nouvelle loi ou En fait, tu peux pas être dans une zone de confort. C'est dangereux après, parce que justement après, comme tu as dit, tu as des concurrents qui peuvent venir te chercher. Ou une nouvelle loi. Exactement. C'est toujours tenté. Et même après, moi ça fait 10 ans, toi ça doit faire le même nombre d'années que tu es, on va dire, dans le domaine. C'est que tu as aussi, même après 10 ans, moi j'ai eu des grosses chutes. Puis il faut se réinventer.
c'est se réinventer souvent, tu vois, Ouais. c'est très très important. Et je pense que la plus grosse ou la plus grande ou la plus que vous voulez utiliser adjectif avec qualificatif, c'est vraiment la transformation extraordinaire que va apporter le numérique, notamment avec l'intelligence artificielle, mais pas que, qui va complètement changer la manière de faire les choses dans tous les métiers. Sincèrement, moi-même, je ne suis pas prêt. Ça veut dire qu'en tant que formateur, je peux être facilement remplacé par l'IA. En tant que communicateur, en tant que podcasteur, name Ouais, it. ouais, Ça veut ouais. dire que l'IA va être vraiment un élément, un cataclysme ou là, un tsunami qui Ouais. va complètement changer. Est-ce qu'on va dépasser ça? Je crois à ça parce que je suis une personne optimiste Ouais. et parce que on va Non, pas- l'être moi- humain, quand même, il aura Ouais, toujours ouais, le c'est- dessus, je pense. mais c'est une Mais grande transformation. Ouais. C'est un peu, c'est plus grand que l'avènement de l'électricité quand on a Mais le pétrole et puis ils sont passés à moi, je pense qu'il y aura des régulations à un moment donné. Parce que si tu commences à penser comme ça, tous les métiers peuvent être remplacés, à part les métiers manuels, bien sûr. Ouais. Mais tous les Et métiers encore. peuvent être oui, remplacés. et encore. Et encore, ouais. Ouais. Mais il y aura sûrement des régulations à un moment donné de la part du gouvernement. C'est obligatoire parce que si personne ne travaille, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'imposition, il n'y a rien, il n'y a que du chômage. Donc il faut qu'ils régulent quelque Non, part. non, je dis pas que on va plus travailler, qu'on va tous mourir et que les robots vont Oui, bien sûr. Nous contrôler, ouais. c'est aussi une possibilité, mais On touche je du dis- bois, c'est on pas parle ça, dans le micro. c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que nos métiers, ça veut dire que c'est comme si que je t'ai dit que table là que tu renverses et puis que il faut refaire un peu l'échiquier. C'est ça en fait. C'est que tu as un métier, tu penses que tout est correct, et puis du jour au lendemain, ton métier qui était tellement prisé. Par exemple, informatique. J'ai un ami programmeur, et il est lui-même bluffé par la qualité du code Que l'IA lui fait. que l'IA, Ouais. que Claude ou que Mhm. d'autres outils font. Donc, je Et pense pourtant, eux, ils sont dans ce domaine-là. et le gars, il a fait comme plusieurs années d'études, des certifications, il a fait plein de trucs. Et puis aujourd'hui, c'est clair que l'IA n'est pas encore à un niveau où il est caduque, il est complètement remplaçable. Mais lui-même, pour ses services, il utilise beaucoup l'IA. Ça veut dire que, imagine, avec la transformation très importante qui se passe actuellement, comment que ça va être, pas dans 2 mois, mais Dans imagine 5 ans. dans 1 an, dans 5 ans. C'est bluffant. Ouais, Donc, ça va très très vite. Non, ça va très vite. Les premières vidéos, oui, on peut le sentir. Je vous fais les premières vidéos faites par l'IA avec Will Smith en train de manger des pâtes. Mhm. Googlez ça, Will Smith eating pasta, AI, et vous allez voir. C'était nullissime. C'était nullissime, vraiment. Ça veut dire que l'IA, et ça remonte à peine 2 ans, je pense. Et là, regardez les nouvelles Avec vidéos Google, avec moi, Google VO, Ouais. VO3. C'est Mais moi, je le vois Wow. sur Instagram, des fois, c'est des pubs d'intelligence artificielle. Ouais. Ça veut dire que C'est des productions hollywoodiennes. Ouais. Donc, imaginez que Hanawin, on sent vraiment la transformation et surtout pas la vitesse, l'accélération de l'IA. Imaginez quand c'est appliqué à d'autres métiers. Par exemple, au métier de programmeur, au métier de formateur, au métier de gestionnaire de projet, au métier de... Donc, soit tu maîtrises la chose et que tu utilises l'IA ou tu es le boss et tu fais juste des prompt engineering, ou là, tu te fais remplacer. Alors, quel conseil tu donnerais justement pour bien suivre cette Ben, route-là c'est clair, il faut vraiment être à la page. C'est difficile. Même moi, j'essaye de keep up là, mais parce que il y a une chose, par exemple, que pour certains ont remarqué. J'ai reçu ce commentaire il y a quelques années. J'étais parmi tant d'autres là, mais j'étais perçu au Canada, attendez le nom Monsieur LinkedIn. Parce que j'étais vraiment LinkedIn. C'est-à-dire que j'ai pris une cible, une Ouais, tu niche, t'es vraiment. focusé, Je toi, suis sur LinkedIn, focusé ouais. sur LinkedIn. Et les personnes qui avaient besoin pour optimiser, j'ai des clients dans le domaine de la politique, dans le domaine des personnalités publiques, des sportifs, de haut niveau, etc. Je travaille sur leur image de marque et puis notamment LinkedIn, les fondateurs d'entreprises. Puis j'ai fait un shift parce que LinkedIn, c'était un outil. Et LinkedIn, en tant qu'outil, il est perfectible, il est remplaçable. Et avec l'IA, peut-être qu'il va même disparaître. Il y avait des réseaux sociaux comme Vine et qui n'existent plus aujourd'hui. hein. Par contre, j'ai fait un shift. Ça fait partie un peu de la transformation. En tout cas, sur mon LinkedIn, je ne dis plus que je suis Monsieur LinkedIn ou la personne qui va vous aider. Je dis, je suis votre
allié, votre guide pour l'image de marque personnelle et votre communication. Wesh, c'est pour une raison très simple. Parce qu'il y a des choses périssables et il y a des choses non périssables. Même avec Sont l'IA, durables, ouais. on aura besoin de communication et on aura besoin de réputation. Donc, je me suis positionné, c'est-à-dire que mon positionnement a pivoté légèrement, enfin légèrement quand même assez, Pour te préparer à ce qui va pour se me passer. préparer à me positionner dans quelque chose de plus pérenne, quelque chose qui va exister. La communication et la réputation et l'aura existaient les cavernes Ouais. et Et ça ils vont existera exister et toujours, ça ouais. existera toujours. Donc c'est pour ça que je me suis positionné là-dedans et je pense que chacun doit se poser la même question. Donc, appliquer un peu les préceptes ou les concepts de l'IA à ce qu'il fait et se positionner dans ce sens-là. Ouais, il nous faut les gens qui ont appris, qui ont eu des dactylo et puis ils ont appris l'informatique. Maintenant, presque, même un agriculteur, لازم يعرف كيفاش, Ouais, s'il n'a pas suivi, bah, bon, écoute, il est plus dans. voilà, et c'est la même chose, mais maintenant, tous les métiers, ils doivent comprendre, pas l'IA, juste l'IA en tant que telle, mais l'importance de la machine qui est derrière, c'est l'analyse des données, c'est que tout est question de masse de données qu'on va passer à travers la machine, qui va apprendre des patterns d'une vitesse et d'une complexité que notre cerveau ne peut pas, à moins qu'on boive 25 litres de café, et encore. Et juste après, sortir avec des raisonnements qui sont un peu plus simples à gérer et à comprendre. Mais après, je ne suis pas spécialiste de l'IA. Oui, oui, oui. Ah, Bah, voilà. tu nous l'as même dit que même toi, tu as des difficultés à C'est ma suivre réflexion le actuelle. train. Ouais. Alors, on est en pleine réflexion parce que je veux rester pertinent, parce que j'ai une mission, comme je vous ai dit, d'aider les personnes dans leur communication. Mais j'en ai vraiment ras-le-bol de voir des gens avec des talents, avec des valeurs très intéressantes, mais qui sont sous l'ombre. Je suis passé par là et aujourd'hui, j'ai une mission d'aider les professionnels et les entrepreneurs à sortir de l'ombre et à placer leur plus-value au bienfait de tous à travers un positionnement notamment numérique, mais pas que. Et adviendra que pourra, quelle que soit la situation dans laquelle nous serons, je vais essayer de m'adapter pour rester pertinent, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. J'en fais partie, honnêtement, d'entrepreneurs qui ont besoin justement de ce type d'accompagnement, de service pour mettre à jour, en fait, mettre en jour ce qu'ils savent faire. Ouais. Parce que tu sais, ils ont du savoir-faire, etc., mais ils ne savent pas bien le véhiculer. Exact. Et puis, je pense que tu es un bon catalyseur pour ça. Non, Inch'Allah. Voilà, bien donc, que j'ai le fuel là nécessaire parce qu'il y a vraiment un besoin, notamment dans certaines communautés, parce qu'il y a d'autres réalités. Par exemple, certaines personnes, ils ont autant d'intelligence ou d'opportunités, etc. Mais par contre, ils sont nés dans les bonnes familles, ils ont accès aux grandes écoles, ils ont les financements qui les backent, etc. Puis ils réussissent. Je ne vais pas faire du somme, là, ça veut dire que je mais les personnes qui viennent des populations immigrantes, des Maghrébins, des Africains, des musulmans, des whatever, là, donc des choses auxquelles j'appartiens, qui souvent, ce n'est pas le cas. Nos parents on hustle pour déjà qu'on émigre, ou là, si on est en Europe ou là en Afrique, ils ont hustle pour que juste on soit éduqué. Puis on arrive, oui, on a des diplômes, mais on n'est pas à la même ligne de départ. C'est comme si tu faisais une course, mais où tes adversaires sont sur le 100 mètres ou la 200 mètres ou le 1 km d'avance. Ouais. Donc, je pense qu'une des choses qui peut aider, ce n'est pas un outil magique, mais un outil qui va vraiment aider, c'est de se dire que la communauté, la réputation intérieure va être un vecteur d'accélération. Très souvent, un entrepreneur, quand il se lance, admettons par exemple une Thomas ou la Samy ou une autre personne, et c'est le cas d'ailleurs de Samy qui a actuellement une start-up très, très, très intéressante que j'encourage tout le monde. Ta promotion, J'ai commencé là, j'ai même pas payé encore. C'est quoi la chose qui va l'aider à se lancer? Donc, bien sûr, le développement de l'application ou de l'outil lui-même, et si ça fonctionne, si il est vraiment très ingénieux, très innovant, ça va l'aider. Mais il y a d'excellentes idées, d'excellents produits, mais they don't take off. Ça ne lance pas parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de marketing. Et la personne qui est derrière ça, très souvent un geek, un ingénieur ou là quelqu'un, il n'a pas les sous pour ça.
Qu'est-ce que je leur dis? What's your first asset? Quelle est la chose que vous avez chez vous, là, actuellement, qui coûte rien? C'est votre personal branding, c'est votre image de marque personnelle. Ça veut dire que si tu es une personne qui arrive à faire passer le message et qui fait confiance, ça veut dire qui arrive à vraiment avoir cette reconnaissance et cette monnaie tellement importante qui est la confiance, trust, ben c'est bon. Les émissions qui mettent Dragon's Den ou qui veut... L'œil du dragon. L'œil du dragon, en France ça s'appelle Qui veut être mon associé, Oui, etc. exactement. Si vous remarquez, les gens viennent, ils montrent leurs produits, ils font un peu de pitch, mais très souvent, quand les dragons ou donc les investisseurs ils commencent à réfléchir, ils posent toujours la question, mais parle-nous de toi, d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu veux faire ça, etc. Qu'est-ce qu'ils questionnent ici? Ils questionnent l'esprit entrepreneurial, l'image de marque de la personne. Donc, si un bon projet est dans les mains d'une personne qui ne sait pas se vendre lui-même, ça ne va pas fonctionner. Et parfois, un projet moyen, mais chez quelqu'un qui a vraiment l'esprit entrepreneur, bon, le moyen, il est perfectible, mais tu es quelqu'un qui a le DNA pour réussir. D'accord. Tu vois à peu près Ouais, le truc. non, je vois exactement. Donc, très, très, très important que les gens comprennent que ce que j'essaye un peu de la mission que je me suis donnée, ta question d'image de marque personnelle, c'est pas quelque chose de temporaire ou sur une mode. Ah, tout le monde parle de personal branding. Non, ça a toujours existé. C'est essentiel en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, on lui a donné un nom. L'image de marque personnelle. Pourquoi? Parce qu'on est l'image de marque corporative qui vend. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise et puis nos services, voici nos valeurs, nos missions, le site web, etc. Personne, surtout la génération nouvelle, les générations, je suis un millénial, mais même ceux qui viennent après moi, Z ou même les générations alpha, ne croient plus au discours. Ils veulent l'expérience, ils veulent les valeurs. Donc, l'image de marque corporative, elle fonctionne toujours. Nike, Coca-Cola, même si je n'aime pas Coca-Cola, je la boycotte, mais ça reste des marques puissantes. Mais pour moi, les marques les plus intéressantes aujourd'hui, c'est quand on a un fondateur qui a une vraie présence. Et c'est pour ça que même les grandes compagnies américaines ou internationales, Jack Ma pour la Chine, Alibaba ou Elon Musk, même si je le déteste aussi. Mais bon, mais ils ont une image de marque. Ouais. Ils ont tous une image de marque. Puis même si tu personnelle. le vois, c'est quand tu dis Elon Musk, direct tu le référençais avec ses entreprises. Tout de suite. C'est son image. Il a fait bon, Tesla, il a fait SpaceX, il a fait les neurones, Neuralink, il a fait Starlink, etc. Et à chaque fois, si demain il lance une nouvelle entreprise, il va tout de suite avoir les financements. Voilà. Parce qu'on dit c'est le génie Elon Musk. Et le génie, pas juste par rapport à son image de marque, c'est aussi, on revient à ta question tout à l'heure, son réseau. Parce qu'Elon Musk, c'est tout de suite la connexion avec le parti républicain et tout ce qu'il y a autour. Justement, Trump, c'est bien etc. que tu parles de réseau, justement. Vous êtes justement rencontré dans un événement de réseautage. Comment on fait pour bien réseauter? C'est un aspect qui est quand même assez compliqué, je trouve, surtout quand on va dans un événement de réseautage. Puis j'avais vu une chose intéressante que tu avais publiée sur tes réseaux à toi, où tu parlais de 3 blocages. Quand on va dans un événement de réseautage, le sentiment, je pense, c'était on ne se sent pas légitime. On ne se sent pas légitime, exactement. Puis on a aussi ce côté pression sociale. Donc, vas-y, je te laisse nous parler de ça un peu. C'est clair que je suis en train de payer mon parking. Allez, c'est pour le deuxième. Voilà, parce que pendant qu'on parle, pendant qu'on vous partage des choses, le gouvernement du Canada et puis la ville de s'arrête Montréal, pas, la machine elle tourne. Ils veulent aussi gagner de l'argent. Donc l'idée c'est que par rapport à la question du réseautage, encore une fois c'est une question de qualité, c'est une question de comment trouver les meilleurs viviers. C'est vraiment le terme que j'aime utiliser. Les meilleurs viviers, tu ne peux pas être partout. Impossible. Donc, moi, j'aime toujours avoir une stratégie où il y a le virtuel, donc mes connexions virtuelles que j'ai sur mon réseau, que je sors du virtuel vers du réel. Parce que si tu as des connexions très intéressantes sur LinkedIn, sur Instagram, sur un groupe WhatsApp, mais que tu gardes virtuel, la relation ne va jamais grandir ça ne va pas aboutir à quelque chose. Donc, parfois, au lieu de réseauter sur des événements, où tu vas être juste une goutte dans un océan, puis tu vas juste manger quelques salés, puis Je plaide coupable. Au lieu de faire ça, moi, tu sais ce que je te conseille? Dis-moi.
audite ton réseau actuel. Regarde sur ton LinkedIn, sur les groupes WhatsApp, les Facebook. Regarde tes emails, regarde ton alumni, là où tu as étudié les gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Et tu vas aller piocher dans ce réseau et tu vas inviter les gens à prendre un café. Une rencontre avec une personne avec qui tu as déjà de l'historique peut valoir une dizaine, une centaine D'événements de de personnes réseautage. ou d'événements de réseautage que tu ferais où tu seras juste dans la fortune. Ouais. C'est le premier. Donc, auditer son réseau. Le deuxième, donc enrichir son réseau. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va à des événements parce que Samir a dit et puis on va aller à l'événement de réseautage. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va rester avec mon La pote, personne, avec la mon personne avec qui tu cousin, parles. avec mon Ouais. truc. Parce qu'on se sent plus en sécurité. J'ai pas besoin de sécurité, je suis musclé, je suis intelligent, etc. Mais sincèrement, sur le plan psychologique, vous allez voir que la plupart des gens qui partent dans des événements de réseautage avec quelqu'un qu'ils connaissent, ils restent avec cette personne. Alors, parfois, je pars avec mes enfants, parfois, je pars avec mon épouse. On dit intashiro. Je vous garantis, j'ai été à un événement des étudiants algériens de l'université McGill, des associations hadouk musulmanes, et j'ai pris mes enfants, je ne vais pas dire l'âge de mes enfants parce que je fais attention, mais une de mes filles, je fais un objectif, avec 15 contacts. Les toutes petites, là, elle est encore mineure. Ouais. Tu vois, et elle était à l'université. Donc, pourquoi? Parce que c'est juste pour que je puisse l'habituer. Puis, intashiro, ne restez pas avec les mêmes personnes. Puis, par rapport à la question, un truc pratique, là, parce que je ne veux pas que ça soit nécessairement un cours, c'est que le réseautage ne soit pas une opportunité de vendre sa salade. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis dans un événement de réseautage, je ne vais pas arriver et je vais à chacun dire voici ma liste de services. Parce que très souvent, la question, les gens comme Yahshmo, là, ils ne savent pas quoi dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis tu dis avec le pitch classique et puis classe. Je peux poser des questions que j'appelle smart questions. Tu travailles sur quoi actuellement? Ce n'est pas autant que service, mais. Ouais. C'est quoi les projets sur lesquels tu es? Ou là, par exemple, quel est ton plus grand enjeu actuellement dans ton entreprise? Et puis, au lieu de me parler de ton offre de service, tu vas me parler, par exemple, des ressources humaines et comment que tu as un revolving et que tu perds beaucoup de gens. Peut-être c'est une réalité. Ouais. Que tu perds beaucoup de gens qui ne restent pas, par exemple, d'un an. Puis, je vais te dire, tu sais quoi? Je connais une autre personne qui a telle méthode et je te mets en relation. Je t'offre de la valeur. Je t'ai rien vendu de mes services. Valeur ajoutée. Mais avec Kouchno, tu te souviendras de moi. Bah oui, Ouais. parce que tu as apporté quelque chose en plus Ouais. par rapport aux autres. Donc, posez de smart questions quand vous êtes dans un événement de réseautage. Intéressez-vous à des aspects autres que le service que vous faites, parce que les gens sont pressés de vendre leur service. Ils ne sont pas patients. Il faut apprendre sabr, il faut apprendre la patience. Donc là, Anna, par exemple, je pars dans un événement de réseautage et que je vois la personne porter un t-shirt où il s'est écrit quelque chose, par exemple, ou vélo, ou course, je sais pas. Je peux tout de suite lui dire, t'es un passionné de vélo. Puis on va commencer à faire tout un truc et puis on va découvrir qu'on est tous les deux passionnés de vélo et on va avoir une belle conversation où une personne va vendre sa salade à l'autre. Puis on se dit, écoute, s'il y a un événement de vélo, etc., on va... Et tu sais, la personne se rappellera de toi. Ouais, Tu vois? Donc, si c'est quelques tips et puis ne pas se sentir illégitime, je pense que quand on est dans un événement de réseautage, de facto, tout le monde t'a donné l'autorisation de lui parler. C'est pas comme si un after, je suis pas fou là, on voilà, hey, tu veux un café? Non, je vais pas faire ça. Mais quand je suis dans un événement de réseautage, de facto, j'ai l'autorisation de voir deux personnes en train de parler, puis notre le fait en direct sur le salam, etc. Puis si je trouve qu'il y a une discussion un peu secrète, etc., je sais lire. Oui, tu sais lire le non-verbal. L'atmosphère. Mais si je trouve que les personnes il y a quand même un peu d'espace entre eux, puis que la conversation a l'air, je vais dire salam alaikum ou bonjour, est-ce que je peux vous rejoindre? Et voilà, je plug in. Les normes sociales qu'on a d'habitude, elles sont pas présentes dans l'événement. Dans un événement. Donc, une chose que je vois très souvent, encore une fois, dans notre communauté, c'est qu'on ne réseaute pas assez.
on ne capitalise pas sur nos relations actuelles qu'on a. Et puis, quand on va dans un événement, on va se faire tout petit, on va être au coin de la salle, on va faire semblant d'avoir un appel ou de regarder son Facebook, etc. Les gens, je les capte tout de suite et je vais aller vers eux puis pour essayer de les connecter avec le reste de la de les salle. mettre un peu plus à l'aise. Ouais. Parce que c'est souvent, il y a cette barrière psychologique aussi d'aller vers l'autre. Des fois, même si on y va pour ça, des fois, on reste coincé Exact. dans ça. Mais c'est pertinent ce que tu as dit. Je pense aussi s'intéresser à l'autre, vraiment. Tu vois, de ce qu'il fait, etc. Je te donne un exemple. Moi, j'ai mon frère qui est parti au Cial. Puis au début, il me disait, j'ai du mal, je connecte pas, etc. Puis là, il a parlé avec mon père. Il lui a dit, écoute, parle aux gens et intéresse-toi à eux. Exact. Et là, plein de contacts pris, vraiment des beaux échanges, etc. Donc c'est vraiment, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Il y a une chose que je donne aussi que je dis souvent à mes enfants ou aux personnes que je coach, c'est pas que je les infantilise, je leur dis, on a 2 oreilles et une bouche. Donc normalement, on est censé dans un événement de réseautage écouter davantage, 2 fois plus que de parler. Et très souvent dans des événements de réseautage, tu trouves une personne qui soit s'empresse, tout de suite il arrive et puis il raconte toute sa vie, puis il a aucune intelligence émotionnelle pour savoir est-ce que les personnes sont intéressées par ce que tu racontes. Et puis même s'ils sont intéressés, est-ce que tu as la décence de poser la question et vous, tu vois. Donc je pense que c'est très important d'avoir ça peut éventuellement ne pas paraître, moi vous êtes 2 et puis là c'est moi qui parle le plus, mais parce que vous m'interviewez en quelque sorte. Mais dans un événement de réseautage, moi je dis toujours intéressez-vous à l'autre, intéressez-vous aux gens. Puis parfois il y a des types de personnalités, qu'il y a des gens qui sont extravertis, qui ont la parole facile, qui ont confiance en soi, et d'autres personnes qui soit ont un autre type de personnalité. Ils sont peut-être très dans la réflexion, ils sont peut-être réservés, ils sont peut-être timides. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intéressants que vous. Les blablabla. Donc il faut avoir de la décence d'écouter les autres. Et puis s'ils ne veulent pas naturellement parler, leur poser des questions. Et tu sais, c'est très, très, très gratifiant quand tu vois quelqu'un te poser des questions d'une manière très sincère. Ouais. Tu vois, la personne dit il s'intéresse vraiment. Il y a un réel intérêt. Moi, je suis silencieux, j'ai rien dit. Puis lui, il m'a posé une question, puis une deuxième, puis une troisième. Là, maintenant, le 18, des trucs personnels. Mais au moins, poser des questions sur comment que je peux t'aider, puis quelle est ta plus grande fierté, est-ce que tu as des passions, etc. Puis, vraiment, il s'intéresse à moi, et puis il m'a rien vendu. Donc ça, c'est vraiment... c'est aussi aller de manière désintéressée, vraiment créer cet échange-là, par rapport à la personne. Créer un échange humain au final. Absolument. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à encourager partout, et notamment dans notre communauté. Je pense qu'il y a un autre aspect qui manque, c'est vraiment l'implication en tant que bénévole. Donc le bénévolat, ça s'intéresser aux associations, donner un peu de son temps. La nouvelle génération, ça va, parce qu'on apprend ça même à l'école et tout, mais je pense que ça serait intéressant qu'on puisse un peu siéger dans des conseils d'administration, ou quel que soit le profil de la personne, même s'intéresser là où tes enfants étudient, et puis tu vas aller dans le comité des parents, donner un peu de ton temps, etc. Et on n'est pas là juste pour aller au Costco, pour ramener des kilos de fromage et de je sais pas quoi. Et puis that's it. Et c'est très important aussi de participer à la vie de cette société dans laquelle on est, d'avoir sa place. Et puis, grâce à ça, en faisant par exemple du bénévolat, tu vas rencontrer des gens. C'est pas une relation professionnelle au sens classique, du terme, mais tu apprends, en faisant du bénévolat avec quelqu'un, tu apprends ses valeurs, etc. Il apprend ta culture, il apprend de comment que vous êtes, etc. Et puis ça, c'est un accélérateur. Même si c'est pas pour toi, ça peut être pour ton voisin, pour ton cousin, pour tes enfants. S'il y a une décision importante qui peut impacter notre communauté, avec une force, avec une voix, tu peux influencer les gens pour qu'ils votent pour ou contre. Donc, le réseautage et ce travail bénévole, son travail social, moi, je les lis beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment une corrélation. Puis tu apprends des habiletés que tu vas trouver tu vas pouvoir reproduire, ensuite sur le plan professionnel ou entrepreneurial. Parce qu'au final, c'est beaucoup d'humains, en fait, beaucoup de relations humaines. Absolument.
Je dis souvent, et c'est encore quelque chose que j'ai piqué, j'espère que... Ouais, mais toi, t'es un sacré piqueur, toi. Je suis un gars qui est... Mais c'est ça. Tu sais, Idriss Aberkan, j'espère ne pas oublier l'autre idée, mais Idriss Aberkan, le philosophe là, qui est d'origine algérienne, il dit l'économie de savoir, c'est que quand tu apprends quelque chose ou là, quand tu donnes quelque chose, c'est la seule chose que tu peux donner et qui t'appauvrit pas. Tu le gardes. Et en plus, qui se transmet massivement. Qui se transmet. Donc je pique pas au sens de piquer pour moi, pour transmettre comme sur un podcast. C'est une petite blague. Donc j'espère, est-ce que نسيت l'idée لازم لي un peu plus de café. Oups. Donc l'idée, je vais essayer de me rappeler. Là, ça c'est assez de ma faute. Je suis désolé. Mais voilà, toi, je te ramène. Très intéressant, franchement. J'aurais peut-être 2 autres petites questions pour toi. Vas-y. La première, c'est que on parle souvent d'image de marque, branding personnel et tout. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus néfaste qu'autre chose d'avoir une image de marque ou autre chose, ou est-ce que c'est tout le temps bénéfique pour la personne? Ah non, ça peut être très néfaste même. Avec Fdenia, il y a toujours quelque chose qui est... c'est ça que le miel, il n'y a pas plus sucré, plus bon pour la santé que le miel. Vas-y, prends 1 kilo de miel, puis on verra ce qui va se passer. Tout est question de dosage et tout est question de situation. Donc l'image de marque personnelle, si tu travailles là-dessus, mais après que c'est pas aligné ou que tu n'es pas assez responsable, ça peut nuire à tes affaires. Si par exemple tu travailles sur ton image de marque, tu as un réseau, tu as une présence en ligne, puis que tu fais une grosse bêtise, ça peut se retourner contre toi et contre toi. Donc il y a quand même un effet un peu néfaste quand c'est mal fait ou quand on n'est pas conscient du pouvoir. C'est comme la voiture. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que la voiture est néfaste? Non, la voiture n'est pas néfaste. Mais si tu conduis sur une route où c'est normalement 30 ou 40 km/h, tu conduis à 120, que tu es responsable, que la personne ça peut devenir néfaste. C'est la même chose pour l'image de marque. Tant que c'est bien fait, tant qu'on est responsable, ça peut être que positif. D'accord. Donc... bien fait, structuré, avec un moral de préférence. Voilà, je suis là. Ok. Et aussi, est-ce que justement, tu as déjà vu dans ton parcours des personnes qui essayent de véhiculer une image de leur entreprise qui n'est pas en fait leur réel... Absolument, 100%. 100%. Il y a un truc que je déteste, les termes donc, par exemple, que j'ai utilisés, que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi des termes que je hais du fond de mes tripes. C'est fake it till you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Parce que, intrinsèquement, la phrase, elle est en train de dire que tu peux leurrer, tu peux bluffer ta communauté ou les gens qui sont autour de toi. Ça veut dire qu'au fond de cette phrase, tu es convaincu que tu es plus intelligent que les autres et que tu vas et puis until you make it, donc et ça c'est quelque chose que je déteste. Et puis les gens ont des moyens de vérification. C'est un peu une politique de terre brûlée, de growth hack, où les gens peuvent faire beaucoup de bruit, avoir quelques gains. Et puis des gens disent « Ah, mais ça fonctionne quand même. » Oui, ça va fonctionner, oui, bien sûr. Mais c'est une politique de terre brûlée. Ça veut dire que tu crames beaucoup de ton réseau, tu nuis beaucoup à tes relations, mais tu as un return on investment qui est quand même intéressant pour une période donnée. Non, c'est pas durable. C'est pas durable. Donc moi, ce que je dis, l'image de marque corporative, si tu fais de la politique de growth hack où tu travailles sur une marque... échangeable. Mettons que je crée de la marque de café que j'appelle, je sais pas, Coffee shot. لا مانيش حاب نمسكوش في الكوفي شوت. Coffee pas shot, il y a pas de Coffee problème. pas shot. نحمل coffee pas shot. Et puis je fais plein de growth hacks. Je fais semblant que c'est le meilleur café ou le meilleur podcast. Je fais semblant. أنا نكلخ في الناس. Puis le jour où ça arrive à saturation, je dis je peux plus en tirer quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vais faire? Je sucre ça, j'arrête ça, et puis je lance une nouvelle marque.
C'est possible avec des produits immatériels, avec des marques qui sont remplaçables. Mais avec l'image de marque personnelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te supprimer, tu vas changer ton nom, tu vas changer de visage. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est pour ça que l'image de marque personnelle, là, je ne recommande pas d'utiliser des process ou des tips ou des hacks ou des raccourcis qui sont un peu douteux parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux changer. C'est toi, ça reste. Puis même parfois, c'est un leg que tu vas garder. Si tu as un nom, je ne vais pas citer de nom, un nom de famille, et que la personne est un malfrat ou un terroriste. Ouais, tu vas être associé à ça. Comme aussi. ce qui se passait un peu avec Tariq Ramadan. J'allais dire la Lui, même chose, ouais. frère musulman et tout, dans chaque plateau on l'invitait, il était directement relié aux frères musulmans, alors que lui c'était un intellectuel et tout. Ouais, ou d'autres personnes, ou même par exemple, je parle de son nom de famille. Tu deviens homonyme, ça veut dire que tout de suite, est-ce que tu es en relation avec tel athlète ou tel homme politique ou là, et c'est problématique. Donc tu nuis, quand c'est question d'image de marque, tu nuis pas juste à ta marque, mais à la marque peut-être de tes enfants, à la marque de tes cousins qui n'ont rien demandé de cette badie-là, intergalacticale. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça de la manière la plus respectueuse, la plus authentique, qui est aussi, pour ma part, compte tenu de mes valeurs, je pense que c'est très très important que ça soit complètement aligné avec ma raison d'être, avec moi, mon identité est multiple, mais les valeurs essentielles, ne bougent pas. Je commencerai par ma foi, l'islam, par mon algérianité, mon africanité, le fait que je sois, les éléments qui constituent un peu mon amazérité, c'est quelque chose d'essentiel. Ces éléments sont pas... C'est non négociable, c'est intransigeant. C'est non négociable. C'est pour ça que sur LinkedIn, par exemple, quand je publie, que je laisse comme ça des petits mots, des petites phrases, etc., qui font référence à ce lien-là intrinsèque fort que j'ai avec mon identité, ils font mouche. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Parce qu'ils pensent que pour avoir une image de marque professionnelle, il faut ressembler à un modèle, parfois, par exemple, occidental, complètement... Donc, ils oublient d'où ils viennent sometimes. Aseptisé. Ça veut dire que j'ai eu, en termes d'image de marque personnelle, une personne qui m'a demandé, une personne de notre communauté, écoute, est-ce que je peux changer mon nom, mon prénom, parce que, écoute, j'ai une solution très intéressante, etc., mais je sens que mon nom... J'ai dit OK, et puis ça sera quoi la prochaine étape? Il a compris. Je dis non, il faut que tu t'assumes. Je comprends que parfois, d'une manière stratégique, on veuille ne pas. Et les gens qui font ça, je ne les juge pas. Non. Je ne les juge pas parce que chacun a sa réalité. Mais Anna Coran est là pour rester. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je trouve qu'aussi, c'est important de garder, de ne pas oublier d'où on vient. Et justement de mettre en valeur ces choses-là. Exactement. C'est très important. On arrive bientôt à la fin de le podcast. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais faire paraître à travers le podcast, à travers notre audience on a des millions de personnes. Je pense qu'ils regardent le podcast tous les... Des millions de personnes? Absolument. Les chaque date avant. Ou un petit conseil ou quelque chose que tu voudrais donner à la diaspora ou même à autres personnes. Moi, je pense que le conseil, ça va être difficile là de résumer, mais grosso modo, c'est le test final. Le test, ce que je dirais comme mot de la fin, c'est que en tant qu'humain, en tant que personne, on a chacun un background, on a un capital de valeurs, de savoir-faire, de choses qu'on peut apporter. Puis on est de passage dans la vie. Donc je pense que si chacun fait de son mieux pour laisser une bonne empreinte, ça fera que on vivra tous dans un meilleur environnement. Donc qu'on soit au Canada, en France, en Afrique ou ailleurs, chacun il essaye de outrepasser ses justes besoins en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, pour penser à la big picture. Ça veut dire qu'une fois que je ne suis plus là, ou si je suis là, mais faisons abstraction de mon existence, qu'est-ce que je veux que les gens gardent? C'est toi, oui. Donc imagine, ça, là on parlait depuis tantôt sur l'image de marque, mais imagine si on va dézoomer
pour penser à carrément notre héritage. Ouais. Donc, est-ce qu'on veut qu'on se souvienne de nous en tant qu'une personne qui a œuvré à des choses positives, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a juste réussi à vendre plein de choses et qui s'est friqué d'une manière extraordinaire et qui l'a profité? Qu'est-ce qu'on veut qu'on laisse comme trace, comme empreinte? Ça va nous donner, je pense, un drive plus intéressant pour mieux gérer notre image de marque. Et au-delà du sujet de l'image de marque, qui est ma compétence, une des compétences clés que j'ai et sur laquelle j'aide mes clients, je pense qu'on vivra plus heureux. Oui, je pense, parce qu'on sera sur notre X, on sera en alignement total avec nos valeurs, on se sentira heureux, on se sentira meilleur. Donc je pense que les gens qui nous écoutent, je vous invite à faire une petite réflexion sur ça aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que c'est vrai que même quand tu pars, tu laisses une forme d'image de marque de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as laissé de positif Exact. Parce que ils se disent je suis rien, pourquoi moi je suis une star là pour penser à... Non, mais tu laisses une empreinte même au sein de ta famille. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe et qui n'existait pas avant, c'est qu'en tant qu'individu, on est des gens qui laissent beaucoup de traces numériques. Ouais. Nos grands-parents, là, si tu as la chance d'avoir une photo une centaine de photos, si c'est une famille quand même assez bronchée avec des moyens il y a quelques années, c'est bon. Mais là, aujourd'hui, si par exemple, moi, je disparaissais tout de suite, sincèrement, l'IA peut créer carrément un nouveau Mqaran Malish 2.0 parce que il y a ma voix, j'ai laissé beaucoup de... Donc, qu'est-ce que je veux alimenter? Est-ce que je veux alimenter avec des choses sensées, de valeur, ou est-ce que je veux laisser que des bêtises et puis que du bullshit, excusez le terme. Donc c'est très très important de penser à ça. Peut-être que je suis dans mon délire de marketeur, mais... non, mais c'est plus ça va au-delà de ça. Là. Je pense que c'est vraiment notre rôle en tant qu'être humain aussi. Parce que tu sais, on doit laisser des choses. Notre identité, ma façon, là, on peut se relancer pour 2 heures de podcast. mon identité, je pense que... Et puis l'identité de chacun, selon ma perception, c'est carrément philosophique. Dans le sens où elle est instillée même dans la personnalité des autres. Ça veut dire que quand je fais des choses, quand je laisse des traces, quand je donne des conférences, quand je fais du coaching, quand j'interagis avec les gens, et la petite flamme, le mini degré d'énergie positive que j'arrive je ne veux pas utiliser le mot contaminer, mais à passer à l'autre personne qui continue à vivre dans le cœur de cette personne-là, pour moi, c'est une extension. Bien évidemment. Tu vois, c'est un peu philosophique. Non, mais on est totalement en adéquation avec ce que tu dis. Donc, moi, je trouve que le plus on travaille sur ça, le plus on est conscient, aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, aware, plus on est conscient de ça, plus on se dit, on a une mission dans la vie, puis on a des valeurs, puis tout ce que je fais, ça peut être, puisqu'on est entre nous là, on va dire sadaqa jariya, ça veut dire que c'est constant, ça s'arrête pas. C'est une hasana, c'est un bienfait, une vertu que je vais laisser et qui va peut-être même grandir et avoir avec un butterfly effect, un effet très très important. Why not? Donc que je sois là, que je ne sois pas là, physiquement ou spirituellement, c'est extraordinaire. Pourquoi ne pas utiliser cette force-là? C'est beau, c'est très très spirituel, philosophique. Très belle. Non, mais c'est des valeurs que nous on partage, honnêtement. Puis on rejoint totalement ce que tu dis. C'est un plaisir de te recevoir, honnêtement. Merci beaucoup. On a appris beaucoup. La pression elle est sur toi, c'est toi qui dois finir la. Écoute, on a appris énormément justement sur ce qu'est l'image de marque. Merci beaucoup. On mettra aussi tes réseaux pour qu'on puisse te suivre. Et puis on espère te recevoir prochainement une autre fois pour parler de philosophie, spiritualité. Il a plusieurs casquettes à son arc. Dans 2-3 ans à travers, parler de l'IA et tout. Pourquoi pas. Peut-être qu'on aura un IA qui parlera à ta place. On n'espère pas, mais... Non, j'ai comme le vrai, pas le Amo 2.0. Merci beaucoup à tout le monde. Avec grand plaisir. Et j'espère qu'on continuera la conversation sur les réseaux. Avec grand plaisir. Inch'Allah. Merci à vous et à la prochaine dans un prochain épisode de Coffee Shot. Allez, Pslama.